1197. Une force de croisés allemands arrive en Terre Sainte. Là, ils découvrent que l'ordre de l'hôpital de Sainte-Marie des Allemands, fondé seulement quelques années plus tôt lors de la troisième croisade, prospère, soigne les malades et offre un logement aux pèlerins. Nombre de frères de l'ordre sont d'anciens chevaliers ayant quitté l'armée pour se consacrer à une vocation religieuse d'aide aux malades et pauvres. Cependant, les États chrétiens sur la côte de Syrie et de Palestine, face aux puissants Ayyoubides à l'Est, manquent chroniquement de combattants. Les croisés allemands concluent que les frères de l'hôpital de Sainte-Marie devraient commencer à assumer des fonctions militaires. L'empereur du Saint-Empire, Heinrich VI, estime qu'un ordre militaire allemand favorisera l'intérêt allemand pour la Terre Sainte. En 1197, Heinrich envoie une demande au pape Célestin III pour réincorporer l'hôpital allemand en tant qu'ordre militaire. Le pape accepte et accorde à l'ordre une nouvelle charte. En 1198, un nouvel ordre militaire voit le jour, essentiellement une incarnation allemande des Templiers, majoritairement français. Cet ordre, les frères de la maison allemande de Sainte-Marie, est mieux connu dans le monde sous le nom de chevaliers teutoniques. Les chevaliers teutoniques s'inspirent étroitement des Templiers, adoptant leurs règles quasiment mot pour mot. La règle est en allemand pour que tous les membres la comprennent facilement. Bien qu'ils conservent leurs fonctions hospitalières, ils sont désormais principalement une organisation militaire. Leur effectif était dominé par des chevaliers qui ont besoin de chevaux, d'armes, d'équipements et de personnel de soutien. Comme les Templiers, ils se consacrent au célibat, à la pauvreté et à l'obéissance, ainsi qu'à la cause de la croisade. Ce sont des combattants, des guerriers, qui partiront au combat contre les ennemis de la chrétienté. Les origines des chevaliers teutoniques restent floues malgré quelques terres en Terre Sainte. La mort précoce de Heinrich VI en 1197 rend l'ordre modeste et peu connu durant longtemps. Au cours de leur première décennie d'existence, pas plus de 2 douzaines de frères chevaliers à part entière ne figurent dans leur rang. C'est en 1210, lors de l'élection de Hermann von Salza comme grand maître de l'ordre, que commence leur histoire en tant que force majeure des croisades. Hermann von Salza fait partie des rares hommes alliant vision et talent. Ses origines sont modestes. Sa famille appartient à la classe des ministériales, c'est-à-dire chevaleresque mais pas tout à fait noble. Des générations plus tôt, un ancêtre de Hermann a rehaussé le statut familial par sa bravoure, sa compétence ou les deux. La naissance de Hermann pourrait l'empêcher de gravir les échelons chez les Templiers ou les Hospitaliers, mais un petit ordre comme celui des chevaliers teutoniques lui offre une opportunité évidente. Là-bas, sa personnalité affable et ses grandes capacités d'organisation se démarquent immédiatement. À seulement 30 ans, il devient grand maître. En 1215, l'empereur du Saint-Empire romain, Friedrich II nomme Hermann prince de l'Empire et fait confirmer et élargir les privilèges de l'ordre. En 1217, Hermann participe à la 5e croisade, visant à conquérir l'Égypte, centre du pouvoir ayyubide. Pendant la 3e croisade dans les années 1190, Richard Cœur de Lion avait envisagé la conquête de l'Égypte, ce qui permettrait aux chrétiens de conserver Jérusalem sur le long terme. La 5e croisade vise à exécuter ce plan. Lancée depuis Chypre, contrôlée par les croisés, l'armée de la 5e croisade assiège Damiette, le port qui garde le delta du Nil. Bien qu'il dirige peu de chevaliers, Hermann se distingue au sein du conseil de la croisade. Finalement, la 5e croisade se termine par un échec. Mais au cours de la campagne, Hermann obtient de nombreux dons et privilèges pour son ordre.
Beaucoup attribuent l'échec de la 5e croisade à l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Frédéric II n'a pas réussi à apporter personnellement son aide aux croisés dans leurs moments de besoin, mais Hermann est resté strictement loyal envers l'empereur malgré ses critiques. Il sait bien que ses projets d'expansion de son ordre nécessiteront la bienveillance de l'empereur. Dans les années 1220, Hermann accompagne Frédéric dans les affaires impériales, montrant sa compétence de diplomate. Lorsque l'empereur annonce enfin son intention de mener sa propre croisade, Hermann saisit l'occasion de promouvoir l'ordre teutonique comme la force principale de l'effort croisé allemand. Lors de la 6e croisade menée par Frédéric II, les chevaliers teutoniques apportent un important soutien à l'empereur. Durant la croisade, Hermann est une ressource diplomatique et militaire essentielle pour l'empereur. Après de longues négociations avec le sultan d'Égypte, Frédéric obtient une reddition incertaine de Jérusalem, laissant la ville sainte aux chrétiens de manière précaire. Mais en ce qui concerne les relations du Saint-Empire romain germanique avec les Templiers, les Hospitaliers et les barons locaux des États croisés, la croisade est un désastre. Frédéric ignore les lois des États croisés et tente d'imposer la domination impériale, ce qui provoque la résistance des nobles et des ordres militaires présents en Terre Sainte. Hermann évite de s'opposer aux pouvoirs locaux et épargne ainsi aux chevaliers teutoniques des représailles après le départ de l'empereur. À présent, aucun homme n'est plus proche de l'empereur, que ce soit comme conseiller ou comme ami, qu'Hermann von Salza. C'est une ascension remarquable pour le fils de la plus humble des familles chevaleresques. À ce stade, l'ordre teutonique a beaucoup grandi. En plus d'être généreusement récompensés par Frédéric II, les chevaliers attirent quantité des dons de toute la chrétienté. Après ses expériences lors de la 5e et de la 6e croisade, Hermann en est venu à la conclusion que l'avenir de son ordre ne se trouve probablement pas principalement en Terre Sainte. Il a reçu une offre du duc Konrad de Mazovie, dont les terres frontalières polonaises subissent des raids des païens de la Prusse sauvage. Le duc Conrad souhaite avoir des chevaliers teutoniques à sa frontière comme rempart contre les raids prussiens. Hermann répond favorablement, envoyant un contingent de chevaliers pour établir une présence en Prusse. À ce stade, les croisades sont déjà bien engagées dans le nord de la Baltique, mais aucun grand ordre militaire ne s'est encore implanté sur ce front. Déjà, Hermann commence à envisager l'idée d'un effort majeur des Teutoniques dans la région. À l'est de la Vistule, dense forêt couvrait enfin la majorité du territoire, de la Baltique aux hautes terres russes. Une grande partie de ce territoire était impénétrable. Des kilomètres de bois morts, de sous-bois, de marécages, de lacs et de collines restreignaient l'installation humaine à la côte et aux vallées fluviales. Les pâturages étaient encerclés par des forêts denses d'érables, d'ormes, de chênes, de tilleuls et de frênes. Bisons, ours, élans et lorocs, aujourd'hui disparus, parcouraient la nature parcouraient la nature sauvage. Comme les Lituaniens à l'est, les Prussiens médiévaux étaient bromés des Baltes. Vers l'an 1100, ils étaient dans la région depuis environ 3000 ans. Les linguistes ont identifié des mots anciens liés aux abeilles, aux chevaux et aux chariots, ce qui réfute l'idée que la culture balte était primitive. Néanmoins, la société prussienne était très en retard sur l'Europe chrétienne dans de nombreux domaines. L'absence de structure féodale limitait fortement l'unification des nations pour la défense, le commerce ou l'agriculture. Le territoire prussien s'étendait le long de la côte baltique jusqu'à la rivière Vistule au sud-ouest. Onze groupes tribaux dominaient 11 régions. Les Samlandais et les Sudoviens étaient les plus puissants et belliqueux. Les historiens pensent que la Prusse médiévale comptait environ 170 000 habitants lorsque les chevaliers teutoniques y sont arrivés.
Ils construisèrent des forteresses dans lesquelles ils pouvaient se réfugier en temps de guerre, et bien que ces structures n'aient rien à voir avec les châteaux des chrétiens. Elles étaient néanmoins adéquates. Avant les croisades du Nord, les tribus prussiennes n'avaient jamais agi ensemble. La religion prussienne était issue du culte de la nature indo-européen, proche des traditions grecques, romaines, celtiques et germaniques anciennes. Le contact avec les Vikings et les chrétiens avait influencé les idées prussiennes. Au Xe siècle, les missionnaires occidentaux commencèrent à interagir avec les tribus prussiennes, mais avec peu d'effet. Cependant, l'éloignement du territoire prussien décourageait aussi bien les voyageurs que les envahisseurs. « Laissons les Prussiens avec les bêtes sauvages », écrivit le premier chroniqueur de la Pologne au XIIe siècle. Chez les Prussiens, l'élite guerrière formait la classe dirigeante. Les clans organisant à la vie formaient les armées et rendaient justice. Selon l'historien William Urban, les nouveau-nés ont été souvent abandonnés, rendant les femmes prussiennes rares et permettant aux pères d'exiger une dot élevée. Néanmoins, la polygamie était pratiquée et les hommes de haut rang avaient plusieurs épouses. Les guerriers prussiens faisaient souvent des raids dans les terres voisines pour capturer des femmes. Les nobles prussiens utilisaient souvent des bains similaires au sauna. Les chroniqueurs allemands rapportent qu'ils n'assaisonnaient pas leurs aliments et ne dormaient pas dans des lits moelleux. Leurs maisons étaient dispersées dans les bois, entourées étroitement de leurs champs, toujours proches d'un fort en rondins servant de refuge. Les armes du guerrier prussien moyen étaient plutôt médiocres. Massues et pierres étaient efficaces en embuscade, mais inutiles face à des ennemis en armure, à cheval et armés d'épées en bataille rangée. La noblesse prussienne utilisait ces armes comme cavalerie légère équipée de lances, épées, casques et cottes de mailles. Cela était inférieur à l'équipement du chevalier occidental moyen, mais c'était efficace dans les basses terres marécageuses et les collines accidentées du territoire prussien. William Urban doute que les nobles prussiens auraient adopté l'équipement militaire occidental, même s'il leur avait été accessible. La noblesse guerrière prussienne vivait de la chasse, de la guerre et des esclaves. Les femmes et enfants capturés lors des raids étaient forcés de servir dans les foyers, utilisés comme concubines ou vendus sur les marchés d'esclaves. Les hommes étaient jugés inutiles comme esclaves, car ils pouvaient encore facilement fuir en travaillant dans les petites clairières. Étaient vus comme des ouvriers idéaux. Les raids d'esclaves étaient cités par les chrétiens de Pologne et de Poméranie comme la principale raison de faire la guerre aux Prussiens païens. Certains auteurs modernes l'ont rejeté comme prétexte à une expansion agressive, mais il semble plus réaliste de reconnaître la complexité du problème. Les actions dans ces régions visaient à la fois la conquête et l'élimination des raids d'esclaves prussiens. Des raisons similaires auraient poussé les Allemands du Saint-Empire romain germanique à s'engager. Conflit. Pour les chevaliers teutoniques, moines guerriers austères, la christianisation fut un moteur essentiel de leur engagement dans la croisade prussienne. Au début du XIIIe siècle, les chevaliers teutoniques, l'ordre militaire germanique le plus célèbre de l'histoire, sont entrés en Prusse à l'invitation d'un duc polonais, Conrad de Mazovie. Conrad était préoccupé par sa frontière, qui avait souvent été harcelée par les tribus païennes qui habitèrent la région sauvage de Prusse. À cette époque, l'ordre teutonique était fermement engagé dans sa mission en Terre Sainte. Cependant, le grand maître
Hermann von Salza estimait qu'il ne pouvait pas refuser la demande du duc Conrad. Hermann était un homme doté d'une grande vision, et il comprit que la frontière prussienne pouvait détenir la clé de l'avenir de son ordre. En 1230, une troupe de chevaliers teutoniques atteignit les forêts prussiennes. Ils étaient vite commandés par Konrad von Landsberg, dont la mission était d'établir une tête de pont sur les terres accordées par le duc de Mazovie. Le contingent de Landsberg était formé de jeunes recrues et de frères trop malades ou blessés pour accompagner le grand maître lors de la croisade en Terre Sainte de l'empereur du Saint-Empire romain. Sur la rive sud de la Vistule, les chevaliers teutoniques établirent leur première forteresse prussienne, appelée Vogelsang, c'est-à-dire champ d'oiseaux, ainsi nommée par les croisés allemands car de nombreux blessés y chantaient, non pas comme le rossignol, mais avec le chant douloureux du cygne qui meurt. Bientôt, des renforts arrivèrent sous le commandement du maître Hermann Balck, guerrier compétent qui dirigerait la croisade prussienne de longues années. En 1231, l'ordre teutonique bâtit un autre château nommé Thorn en face de Vogelsang. 2 ans plus tard, une armée de croisés allemands et polonais se rassembla ici pour marcher vers le nord-est et fonder la forteresse de Marienwerder en Pomézanie, à mi-chemin entre Thorn et la mer. Certains croisés restèrent l'hiver, rejoints par les ducs Sventepelk et Sambor de Pomérélie pour envahir la Pagazanie. Lors de la bataille de Rizin, sur la surface gelée de la rivière, les croisés affrontèrent une force de guerriers prussiens. Les païens avancèrent en formation de phalange, mais ils furent pris de panique à l'apparition des chevaliers poméraniens dans leur dos. Les Prussiens tentèrent de fuir, mais ils furent anéantis par une embuscade mise en place par Sventabelg. Ces premières campagnes établirent un schéma. Chaque année, une armée de croisés, généralement composée d'Allemands et de Polonais, arrivait pour rejoindre les frères teutoniques dans une attaque contre les Prussiens. Chaque année, le résultat était le même. Les chevaliers teutoniques étendaient leur territoire, de nouvelles forteresses étant souvent construites. Les guerriers prussiens faisaient des preuves d'un courage et d'une ténacité remarquables, se rassemblant année après année pour s'opposer à l'invasion annuelle. Cependant, les païens ne pouvaient jamais y résister à la lourde cavalerie occidentale. Une fois l'armée des croisés dispersée pour la saison, les frères teutoniques se retiraient dans leur château où ils étaient à l'abri des contre-attaques prussiennes. Les croisés polonais fournissaient les effectifs nécessaires pour les campagnes annuelles de conquête, tandis que les chevaliers teutoniques garnisonnaient les châteaux pendant la basse saison. Moines célibataires, les frères teutoniques gardèrent les forteresses durant les mois humides et les nuits d'hiver glaciales. Les chevaliers teutoniques poursuivirent sur l'expansion de leur état monastique en Prusse durant les années 1230. Dans l'arrière-pays oriental de la rivière Vistule, des forteresses furent établies en Karaden en 1234 et à Kreisberg en 1237. Ces avant-postes croisés attirèrent des colons de Pologne et d'Allemagne, ainsi que des missionnaires dominicains désireux de répandre le christianisme parmi les Prussiens. Les frères teutoniques commencèrent même à créer des domaines ruraux pour les chevaliers laïcs, prêts à s'installer et à engager leurs épées à long terme dans la croisade. Après avoir participé à une croisade saisonnière, le margrave de Misny offrit au maître Hermann Bulck 2 grands bateaux. L'ordre utilisa ces navires pour partir au nord depuis Marienwerder et fonder la forteresse d'Elbing sur le delta de la Vistule en 1237.
Immédiatement, des citoyens de Lübeck colonisèrent Elbing. De là, les croisés avancèrent vers le nord-est en direction de Samland, coupant les Prussiens de la côte et établissant le château de Valga en 1239. Coupés de leur principale route commerciale, les Pomésaniens et les Pogésaniens, deux grands groupes tribaux prussiens, conclurent un accord avec les chevaliers teutoniques allemands. À ce stade, l'ordre teutonique était prêt à encercler les derniers païens récalcitrants et à relier leurs terres prussiennes à leur territoire en Livonie, créant ainsi un bloc chrétien latin de la Prusse à l'Estonie. La riposte arrivait, et pas seulement de la part des Prussiens païens. Le succès rapide de l'ordre a suscité la colère de l'un de leurs anciens alliés, le duc Svantepelk de Pomérélie. Svantepelk considérait que les centres commerciaux de Marienwerder et Elbing concurrençaient ces marchands. En 1242, il a forgé une alliance avec les Prussiens païens et, ensemble, ils ont ravagé les forts teutoniques et détruit les colonies du Commerland. Cela s'est transformé en une guerre de 10 ans. Svantepelk a construit ses propres forts pour s'opposer aux châteaux teutoniques et a utilisé sa flotte fluviale de 20 navires pour harceler les colonies allemandes. Pendant ce temps, les Prussiens païens, incapables de vaincre les chevaliers teutoniques en bataille, ont perfectionné l'embuscade pour clouer, isoler et anéantir les contingents teutoniques. Cependant, les frères teutoniques ont maintenu leur effort de guerre, et le conflit semblait s'enliser dans une impasse. L'équilibre fut rompu par d'autres princes polonais qui voulaient en rejoindre l'ordre allemand pour déloger Svantepelk de l'embouchure de la Vistule. De plus, le pape prêcha une croisade contre Svantepelk, l'accusant d'entraver l'œuvre de l'Église dans la région. Face à cette opposition, Svantepelk céda et accepta de partager le delta de la Vistule avec les chevaliers teutoniques. Les revers des années 1240 poussèrent l'ordre teutonique à se préparer à une longue et éprouvante guerre de répression. Pour contrer les tactiques de guérilla des païens, ils recrutèrent des miliciens prussiens autochtones, très efficaces pour perturber les attaques coordonnées des Prussiens. Les nobles prussiens convertis furent eux-mêmes intégrés à la cavalerie chrétienne et sont décrits enfin dans les sources comme des chevaliers autochtones. Mais surtout, le pape Innocent IV accorda aux frères teutoniques le privilège d'une croisade perpétuelle en 1245, permettant à l'ordre de recruter des volontaires pour la guerre sainte toute l'année. Le traité de Kreisberg, en 1249, accorda aux Prussiens autochtones convertis des libertés civiles, à condition qu'ils respectent la loi chrétienne. Vers 1250, les chevaliers teutoniques connurent un renouveau. Sur leur front livonien, l'un de leurs principaux ennemis, Mindigis de Lituanie, se convertit au christianisme. Les frères teutoniques respectèrent sa conversion, cessèrent d'attaquer ses territoires et saisirent l'occasion de faire de lui un allié. Pendant ce temps, les Prussiens païens subirent alors leur plus grand revers de 1254 à 1256, avec l'arrivée d'une immense armée de croisés allemands dirigée par le roi Ottger II de Bohême, le souverain le plus puissant du Saint-Empire romain germanique. L'armée du roi de Bohême était si nombreuse que les autochtones païens jugèrent toute résistance vaine. Ottokar construisit la forteresse de Königsberg, nommée en son honneur, et assura le contrôle teutonique sur la Samland. Cela semblait être le moment décisif. La chrétienté latine semblait prête à triompher complètement dans la Baltique.
Cependant, les années 1260 verraient les tribus prussiennes s'unir dans un soulèvement d'une puissance et d'une coordination jusque-là inconnues. Cette révolte, connue dans l'histoire sous le nom de la Grande Révolte prussienne, amènerait l'ordre teutonique dans la Baltique au bord de la destruction. Nous sommes en 1242 au lac Peipus, entre l'Estonie et la Russie actuelle. Là, au milieu de ces vastes eaux gelées, une bataille est sur le point d'avoir lieu. D'un côté, l'armée de la République russe de Novgorod, menée par Alexandre Nevski, âgé de 21 ans, un jeune prince guerrier courageux, tout juste rappelé d'exil à temps pour défendre son peuple. De l'autre côté, la branche livonienne des chevaliers teutoniques, de féroces moines guerriers revêtus d'une lourde armure sur leurs puissants chevaux de guerre. Les chevaliers teutoniques sont la force majeure des croisades du Nord, projet de la chrétienté latine pour soumettre et convertir les peuples païens baltes. Aujourd'hui, l'ennemi qu'ils affrontent est aussi chrétien mais d'un autre rite. Alexandre et son peuple sont orthodoxes. La bataille qui s'apprête à avoir lieu représente plus qu'un affrontement entre deux puissances rivales. C'est un conflit entre christianisme occidental et oriental. L'issue déterminera laquelle des deux dominera dans cette région. Depuis 1217, les chevaliers teutoniques mènent une longue guerre pour soumettre les tribus païennes de Prusse. Récemment, leur influence s'est étendue. En 1237, le pape Grégoire IX dissout un autre ordre de moines combattants, les Frères de l'Épée, dont il accorde les terres en Livonie aux chevaliers teutoniques. Cela accroît la domination de l'ordre teutonique en Baltique et les place à la tête des croisades du Nord. Mais le pape Grégoire IX exige en échange de l'aide pour son projet de croisade contre les Russes. L'expansion du pouvoir teutonique dans la Baltique n'est pas passée inaperçue auprès de la République russe voisine de Novgorod. Novgorod dominait autrefois les Lettons et les Estoniens, aujourd'hui dirigés par les Occidentaux. Cela provoque des affrontements frontaliers entre les armées de Novgorod et de l'Occident. Le pape tente d'abord d'envoyer des missionnaires à Novgorod, mais les Russes refusent la conversion au christianisme latin. En 1234, le prince Yaroslav conduit une armée de Novgorod qui ravage la mission latine en Finlande. Après l'attaque, le pape Grégoire IX cesse d'envoyer des missionnaires. Il dépêche un légat pontifical chez les chevaliers teutoniques pour lancer une croisade contre Novgorod. L'ordre teutonique n'est pas très enthousiaste à l'idée de repartir en guerre. Leurs effectifs sont dispersés, car ils doivent garder les châteaux de Livonie et mener des campagnes pour maintenir et étendre leur territoire en Prusse. L'an 1240 paraît le moment idéal pour que les Occidentaux attaquent. Des troubles civils touchent Novgorod. Le prince Alexandre se bat pour le contrôle contre d'autres princes russes. Ayant repoussé une attaque suédoise, Alexandre est exilé par ses sujets. Les chevaliers teutoniques progressent sur le territoire de Novgorod. En septembre, ils prennent Izborsk et Pskov. Début 1241, ils capturent Awad et Lingri, territoire entre Novgorod et le golfe de Finlande. Les citoyens de Novgorod, alarmés par cette invasion, supplient leur prince exilé de reprendre le pouvoir et de diriger la défense. Alexandre Nevski répond à l'appel, mais prend le commandement. Au début, Alexandre dirige une petite troupe pour perturber l'occupation de la frontière ouest de Novgorod par les chevaliers teutoniques. Il expulse la garnison à Awad et occupe toutes les routes jusqu'à Pskov. Il pénètre même dans le diocèse latin de Dorpat. Un contingent de chevaliers occidentaux mené par l'évêque Hermann de Dorpat met en déroute les Novgorodiens, forçant Alexandre à se retirer. L'évêque Hermann est l'un des plus importants magnates de Livonie, autant prince qu'évêque. Avec l'ordre teutonique, il rassemble une armée pour défier la contre-attaque d'Alexandre. Alexandre mobilise les forces de Novgorod pour les affronter. En avril 1242, les armées de l'Ouest et de l'Est s'affrontent au lac Bypass. Comme c'est son territoire qui est envahi, Alexandre peut choisir le lieu de l'affrontement.
Alexandre comprend que la plus grande arme de l'ordre teutonique est la charge de leurs chevaliers montés lourdement armurés. Il estime que le grand lac gelé réduira l'efficacité de cette charge, avantageant ses forces plus nombreuses. L'évêque Hermann et les chevaliers teutoniques rassemblent environ 2500 hommes, soit le maximum sans risquer leur position en Livonie et en Prusse. La majeure partie de leur armée compte environ 1000 fantassins estoniens. L'évêque Hermann dirige plusieurs centaines de chevaliers allemands et danois. Environ 100 chevaliers frères lourdement armés de la branche livonienne de l'ordre teutonique sont présents, formant l'élément le plus redoutable de l'armée. De l'autre côté du lac, Alexandre est à la tête d'environ 5000 soldats. Sur ses flancs, il place sa propre suite de cavalerie, les guerriers les plus précieux de Navaradieu. Le centre se compose surtout de la milice de Navaradieu et de l'infanterie d'Alexandre. À droite, il place un petit groupe d'archers à cheval. Alexandre établit son armée dans une formation solide et attend l'avancée de l'ennemi. L'évêque Hermann lance la bataille en ordonnant une charge de cavalerie pour briser le centre russe. Les lourds chevaliers occidentaux forment la pointe d'une colonne renforcée par la cavalerie légère et l'infanterie. Au début, cette charge inflige de lourdes pertes à l'avant-garde russe. Mais quand les forces occidentales avancent pour soutenir leur cavalerie lourde, le centre russe résiste. Les combats sont violents, l'infanterie des deux camps subit de lourdes pertes. Cependant, la propre cavalerie d'élite d'Alexandre a été maintenue en réserve sur les flancs. Alexandre dirige ses chevaliers dans une tenaille encerclant les forces occidentales moins nombreuses. Les Occidentaux se replient en désordre et les chevaliers d'Alexandre dévastent l'infanterie estonienne. La plupart des chevaliers frères s'échappent, avec seulement une vingtaine qui tombent au combat. La victoire revient à Alexandre et à Novgorod. La croisade est vaincue. L'invasion a été stoppée. Novgorod ne sera pas dominé par les Latins. Alexandre n'a aucun avantage à poursuivre les Occidentaux chez eux. Il veut seulement éliminer la menace sur Novgorod. Il a remporté une grande victoire, mais les chevaliers teutoniques n'ont perdu que peu d'hommes, perte rapidement remplaçable. La position occidentale en Livonie et Prusse demeure forte. Alexandre engage des négociations. Il présente à l'ordre teutonique des conditions généreuses, que les chevaliers frères acceptent rapidement. Alexandre se retire de Pskov et des territoires frontaliers. Les deux camps libèrent leurs prisonniers. Une trêve acceptable est établie. À terme, ce fut sans doute bénéfique pour l'ordre teutonique. Le pape a reconnu l'impossibilité de conquérir Novgorod, épargnant ainsi des ressources aux chevaliers frères. À la place, l'ordre est parvenu à un accord avec le prince Alexandre qui leur a permis de poursuivre librement leur domination sur la Livonie et la Prusse. La trêve profitait aussi à Alexandre souhaitant se focaliser sur la menace mongole à l'est. La bataille sur la glace est légendaire. En 1938, le film russe Alexandre Nevski a proposé une version romancée de la bataille, plus marquée par la politique du XXe siècle que par l'histoire réelle. Le film exagère fortement les différences d'armes et d'armures entre les deux camps, montrant les Novgorodiens presque comme des paysans du XXe siècle en révolte contre un ordre teutonique élitiste. Le véritable Alexandre Nevski est devenu un héros de l'histoire russe, et sa brillante performance lors de la bataille sur la glace est un facteur clé de sa position de haute estime. Les années 1260 ont marqué le plus grand défi à la domination des chevaliers teutoniques en Prusse. C'était une période de révolte. Les Prussiens païens autochtones ont atteint un niveau d'unité jamais vu auparavant, et ensemble ils ont riposté contre les conquérants teutoniques. Le but des Prussiens, chasser à jamais les moines guerriers chrétiens. En plus de coopérer ensemble, les tribus prussiennes ont gagné un allié en la personne de l'un des princes territoriaux polonais, Mestwin de duc de Pomérélie. Mestwin était le fils du duc Svantepelk de Pomérélie, autrefois allié puis ennemi de l'ordre teutonique.
Les Prussiens avaient beaucoup appris de leurs conquérants et leur soulèvement était bien équipé et bien organisé. Ils possédaient des arbalètes et savaient fabriquer des engins de siège. De plus, les Prussiens avaient adopté certaines tactiques de combat chrétiennes, et ainsi, ils étaient prêts à affronter les frères teutoniques en combat ouvert. Tout a débuté avec la méfiance des Samogitiens. Les Samogitiens ont vaincu le maître livonien de l'ordre teutonique lors d'une bataille, tuant 33 chevaliers. Ils ont mené des raids dévastateurs contre les Prussiens autochtones sur les terres teutoniques. Ces raids visaient à démontrer l'incapacité des moines guerriers chrétiens à protéger leurs sujets et à convaincre les clans prussiens de se joindre à la rébellion. Les Samogitiens ont même forcé un nouvel allié récent des frères teutoniques, Mindijis de Lituanie, à renoncer au christianisme. De façon systématique, les Prussiens pénétraient profondément en territoire teutonique, envahissant les châteaux, massacrant les garnisons et massacrant les colons. Le pape Urbain IV était en train d'organiser une croisade contre les Mongols lorsque la nouvelle des désastres subis par l'ordre teutonique en Prusse lui parvint. Le pape mit aussitôt de côté ses projets de croisade contre les Mongols et commença à recruter des soldats pour une campagne dans le nord afin de sauver l'État teutonique. Cependant, les premiers renforts croisés furent anéantis au combat par les Prussiens. De nombreux Prussiens païens parlaient désormais allemand, ce qui leur permettait d'infiltrer les camps teutoniques. Les frères teutoniques, qui avaient toujours été largement en infériorité numérique, comptèrent auparavant sur leur équipement supérieur et leur tactique, en particulier la puissance dévastatrice de leur cavalerie lourde. Mais l'amélioration considérable des tactiques des Prussiens signifiait qu'ils pouvaient désormais tirer parti de leur supériorité numérique dans les situations de combat. Entre 1260 et 1264, deux grands maîtres des chevaliers teutoniques s'en furent tués au combat, et l'ordre perdit la plupart de ses forteresses, y compris le grand château de Marienwerder, qui était une base centrale de l'ordre depuis 1233. Königsberg ne fut sauvé que par les renforts de l'ordre venus de Livonie. Moins d'une décennie auparavant, les chevaliers teutoniques semblaient sur le point d'écraser totalement les dernières traces de résistance prussienne. À présent, la situation s'était complètement inversée, et les païens autochtones étaient sur le point d'effacer la présence de l'ordre dans la Baltique. C'était véritablement une guerre sainte, autant pour les Prussiens que cela l'avait toujours été pour les frères teutoniques. Les victoires païennes semblaient confirmer la puissance des anciens dieux, et davantage de clans prussiens rejoignirent la révolte, tout comme les Lituaniens. Les armées païennes envahissaient même la Pologne chrétienne, rappelant les anciens raids païens sur les marches polonaises, à l'origine de la croisade prussienne. Malgré la gravité de la situation, les chevaliers teutoniques refusèrent d'abandonner. En se retranchant dans leurs quelques châteaux restants, les moines guerriers se préparèrent à une guerre d'usure âpre et éprouvante. Les frères travaillèrent avec le pape et l'Église en Allemagne pour organiser de nouvelles croisades. Plusieurs grandes croisades allemandes ont contribué à stabiliser la situation. En 1265, des armées croisées arrivèrent menées par le duc de Brunswick et le landgrave de Thuringe. En 1266, une croisade de Brandebourg arriva, puis en 1272, le margrave de Meissen vint avec des renforts. Ces croisades permirent aux frères teutoniques de reprendre des forteresses qui furent reconstruites en briques ou en pierre. Les moines guerriers profitèrent de leurs troupes auxiliaires prussiennes christianisées, qui étaient capables de s'infiltrer dans les camps païens et de perturber les opérations. Les embuscades et raids bien exécutés des frères teutoniques se révélèrent dévastateurs pour la coalition prussienne, qui commença à se fissurer. Les clans abandonnèrent le soulèvement et beaucoup des derniers résistants fuirent à l'est,
cherchaient refuge chez les Lituaniens. En 1277, c'était fini. Les nations prussiennes centrales étaient soumises aux chevaliers teutoniques. Les événements de la Grande Révolte prussienne sont un témoignage pour les deux camps impliqués. Les Prussiens païens autochtones se sont montrés très adaptables et résilients face à un conquérant puissant. Mais la ténacité des chevaliers teutoniques a finalement prévalu. Un facteur clé pour l'ordre teutonique était l'arrivée continue de renforts croisés de l'Ouest, permettant d'épuiser la résistance prussienne. Mais le défi n'était pas terminé pour les chevaliers teutoniques. Ils devaient ensuite affronter la résistance du chef prussien vaillant, Schumann des Sudewiens. Nous en apprendrons plus sur lui dans une prochaine vidéo de la série. Mais d'abord, dans les chansons, dans la prochaine vidéo, dont le lien se trouve ci-dessous et sur votre écran, nous suivrons les exploits de Martin von Galen, un mercenaire redoutable des marches frontalières qui chassait les païens pour les chevaliers teutoniques. « 1244 comme dans l'état teutonique de Prusse. Les chevaliers teutoniques viennent d'être vaincus lors d'une grande bataille contre les Prussiens païens. Martin von Galen est un jeune garçon dont la famille s'est installée à comme colon dans l'état teutonique. Désormais, les chevaliers teutoniques vaincus ne peuvent plus protéger les colons chrétiens. Les tribus païennes descendent sur Com, brûlant les terres agricoles et rassemblant la population pour en faire des esclaves. Martin et sa famille sont parmi les captifs. Martin et sa famille sont emmenés de force dans la forêt prussienne, mais sa sœur aînée enceinte ne parvient pas à suivre. Les guerriers prussiens traînent la jeune fille hors du rang et la tuent juste là, devant le jeune Martin. C'est un moment qui va marquer la vie de Martin à jamais. Cinq ans plus tard, une grande croisade allemande arrive en Prusse et anéantit la tribu prussienne qui avait capturé la famille de Martin. Le jeune Martin, désormais adolescent, est libéré. Il retourne en territoire chrétien avec une nouvelle détermination. Il a décidé de consacrer sa vie à combattre les païens. En tant qu'esclave, Martin acquiert des compétences précieuses pour les chevaliers teutoniques. Il possède des connaissances internes sur les coutumes et les habitudes des tribus prussiennes et il parle plusieurs dialectes prussiens. Vers 1250, Martin sert dans différentes armées de croisés. En 1260, il sert à Com, le long de la frontière la plus dangereuse de l'État teutonique. Il est éclaireur pour les frères, qui garnisonnent à la forteresse de Reiden. Dès le début, il est évident que Martin est un guerrier d'une habileté exceptionnelle. Il est remarquablement fort et fait preuve d'une grande endurance. Il est aussi extrêmement dévoué, ne se laissant pas décourager par le danger, la distance ou l'inconfort. Malgré sa jeunesse, il a une mission sombre, la vengeance. Durant cette période, Martin patrouille avec un frère teutonique en pleine nature. Il tombe sur un campement occupé par 5 Prussiens. Éprenant leurs chevaux, Martin et le frère tentent de s'échapper, tandis que les Prussiens les poursuivent. En tentant de s'échapper, Martin et le frère descendent de cheval et envoient leur monture au galop, tandis qu'ils essaient de se faufiler à travers les broussailles. Mais la ruse échoue. Les Prussiens capturent Martin et son ami. Tandis que 3 des païens partent attraper les chevaux, les autres restent pour surveiller les prisonniers.
Finalement, les gardes tuent les prisonniers et prennent leurs objets de valeur. Alors qu'ils vont décapiter Martin, ils parlent en prussien. « Ne me tuez pas, ma chemise vaut cher. Enlevez-la d'abord, pour ne pas la tacher de sang. » Les Prussiens, en riant, le remercient pour le conseil, puis commencent à le détacher pour pouvoir le déshabiller. Libéré, Martin frappe un Prussien à la gorge et le met aussitôt à terre. Il saisit l'épée de l'homme et abat les deux païens à mort. Après avoir libéré le frère teutonique, Martin et son compagnon traquent les Rocals et les 3 Prussiens restants, leur sautant dessus alors qu'ils ramènent un manlec chevaux. Les 3 Prussiens sont tués. Martin et le frère pilent le campement, puis retournent à la forteresse de Rheiden. Au fil des années, Martin se rend célèbre lors des guerres prussiennes. Il dirige une bande de rudes hommes de la frontière, des Allemands, des Slaves et des Prussiens convertis, avec des noms comme Conrad le Diable et Kudar le Sadovien. Ils chassent dans les terres sauvages frontalières. Ils tentent des embuscades aux groupes militaires et aux villages, rapportant beaucoup de butin et de prisonniers sans nos frères teutoniques. Martin est bientôt largement craint parmi les tribus prussiennes, et les récits de ses exploits sont racontés avec gravité autour de nombreux feux de camp prussiens. En 1286, Martin, environ 50 ans, reçoit des nouvelles de Königsberg. Un jeune noble païen est en colère contre l'un de ses parents qui l'a privé de son héritage. Le jeune païen informe les chevaliers teutoniques des projets de mariage de son parent. Les chevaliers chargent Martin de l'attaque. Il prend 20 pillards expérimentés et part avec le jeune païen qui les conduit directement à la fête de mariage. Ils découvrent alors environ 70 nobles païens en pleine ivresse festive. Sans pitié, Martin et ses hommes se jettent sur eux, massacrant les hommes à gauche et à droite et rassemblant les femmes et les enfants pour les ramener comme captifs. Finalement, Martin tombe sur le jeune marié endormi, tenant sa mariée dans ses bras. Le chroniqueur raconte qu'il aurait préféré les laisser tranquilles le jour de leur mariage, mais pas Martin. Martin, avec un cri horrible, les réveille, les attache et les emmène captifs avec les autres. Pendant ce temps, les compagnons de Martin rassemblent tous les précieux cadeaux de mariage pour les ramener comme butin. Martin ne prend jamais sa retraite. Au contraire, devenu vieux, Martin mène des raids plus profonds en territoire païen. Enfin, il meurt comme il a vécu, violemment, vers l'an 1295 au cours d'un raid sur la lointaine rivière Bug. La vie de Martin offre un aperçu des affrontements âpres entre païens et chrétiens qui ont fait rage à travers la nature sauvage de la Prusse au XIIIe siècle. Traumatisé par les horreurs précoces infligées à sa famille, Martin est lui-même devenu en grande partie ce qu'il détestait au départ. Cependant, l'historien William Urban souligne que la légende de Martin lui valut un certain respect, même parmi les païens, tout comme les chrétiens en vinrent à respecter le vaillant chef prussien, Schumann. Lors de ces batailles si brutales, les guerriers éprouvaient souvent de l'admiration pour la vaillance ennemie. Et pourtant, ces conflits en sont un rappel frappant de la cruauté humaine, qui peut briser l'innocence et laisser un héritage de violence amère. Nous sommes en l'an 1274. Les chevaliers teutoniques, un ordre puissant de moines guerriers chrétiens, maintiennent une domination précaire sur la lointaine frontière de la Prusse. Ce territoire est le principal champ de bataille des croisades du Nord, un effort de la chrétienté latine pour soumettre et christianiser les régions baltes païennes et d'autres territoires du Nord-Est. Les chevaliers teutoniques viennent de vaincre le plus grand défi à leur domination,
la grande révolte prussienne qui a duré environ 15 ans. Bien que la révolte ait été écrasée, l'ordre teutonique se retrouve affaibli, à court de fonds et d'hommes. L'ordre ne peut plus lancer de campagne à grande échelle. Désormais, il doit recourir à des tactiques de guérilla, lançant des raids éclairs depuis son réseau de châteaux. Avec la fin de la Grande Révolte, deux des tribus prussiennes les plus importantes, les Nathangiens et les Barchaniens, se sont soumises aux chevaliers. Mais une tribu prussienne reste défiant face aux frères teutoniques, les Sudeviens. Les Sudeviens sont assez nombreux et leurs jeunes hommes sont élevés comme de valeureux guerriers. Les territoires sudeviens s'étendent à l'est, au cœur de marais et forêts denses. Les Sudeviens annoncent dans leur défi en attaquant les équipes de travail qui reconstruisent von Bartenstein, un important château teutonique au centre de Barcha. Les Sudeviens tuent un peu tous les hommes et mettent le feu au site. C'est un coup dur pour les frères teutoniques, car Bartenstein est un point clé de leur ligne défensive le long de la frontière dangereuse. L'homme qui dirige les Pseudoviens est un chef de tribu rusé et audacieux, Schumann. Les raids sudoviens répandent la terreur sur tout le territoire contrôlé par les teutoniques. En 1276, Shkuman subit plusieurs revers lorsque ses bandes de pillards sont vaincues par les contre-attaques teutoniques. Déterminé à vaincre les chevaliers frères, Shkuman forge une alliance avec les Lituaniens. En 1277, il mène une grande coalition sudovienne-lituanienne à travers Kom jusqu'à Marienwerder et enfin en Pagazanie, incendiant des villages tout au long du trajet. Shkuman a frappé en plein cœur de l'État teutonique, démontrant l'incapacité de l'ordre à protéger ses territoires. Cela incite les Pagazaniens, tribus longtemps pacifiées, à se rebeller soudainement. Les chevaliers teutoniques sont en difficulté. Ils répriment trop les Pagazaniens rebelles, mais manquent tant d'effectifs pour attaquer les Sudoviens à grande échelle. Cependant, ils élaborent un plan pour saper Schumann. De petites bandes de guerre sont envoyées en Sudovie, où les frères chevaliers dévastent brutalement les chefs locaux afin de les dissuader de maintenir des liens avec Skumad. Martin von Galen, aventurier, est un personnage marquant de cette guerre de guérilla, participant au raid en Sudovie. Un récit captivant tiré des chroniques décrit un raid typique de cette période. Notez que Martin inclut des Allemands et des Prussiens dans sa bande de guerre. Avec 4 Allemands et 11 Prussiens, Martin attaqua un certain village en Sudovie, tuant ou capturant les habitants. Et lors du long voyage de retour, il arriva à un endroit où il s'assit pour manger avec ses amis, se reposant sans crainte après leurs efforts. Lorsque l'ennemi surgit parmi eux, ils tuèrent l'un de ses 4 camarades allemands, tandis que les autres prirent la fuite, abandonnant là toutes leurs armes et leur nourriture. Les Pseudoviens s'en réjouirent grandement. Pendant ce temps, Martin tournait furieusement dans les bois et rassembla ses camarades survivants. Comme ils avaient perdu toutes leurs armes, il se glissa parmi l'ennemi pendant leur sommeil et vola leurs épées, boucliers et lances. Et lorsqu'il les eut, il rejoignit ses compagnons cachés et ils tuèrent silencieusement tous ceux qu'ils trouvèrent, sauf un qui tenta de s'enfuir, et Martin le tua. Ils récupérèrent leur butin initial, les armes et objets des païens, puis rentrèrent dans chez eux. Durant les hivers 1280, le maréchal teutonique Conrad le Jeune mène un raid dévastateur dans des régions jusqu'ici épargnées par les chrétiens. En parallèle, l'ordre rencontre aussi du succès autrement. Les chefs sudoviens, incapables de supporter les raids de l'ordre, se rendent les uns après les autres. Cependant, l'ordre transforme ses chefs en alliés en leur accordant des seigneuries et des droits féodaux sur leur territoire. Schumann se retrouve à court d'alliés. En 1281, le maître teutonique de Prusse, Mongold von Sternberg,
mène une attaque contre la forteresse familiale de Schumann, massacrant les habitants. De plus en plus, les chevaliers sont capables de capturer n'importe quelle forteresse païenne qu'ils souhaitent. Durant cette période, un jeune chevalier frère du nom de Louis von Liebenzell est capturé par Schumann et survit pour raconter l'histoire. Son récit de son expérience en tant que prisonnier de Schumann offre un aperçu incroyable de la vie parmi les pseudoviens. Lorsque Louis est tombé entre les mains de l'ennemi, il a été amené enchaîné devant Schumann et on lui a dit qu'il avait été choisi pour combattre un adversaire à sa hauteur. Sa hauteur. Schumann voulait que ce soit humoristique et garda Louis près de lui. Un jour, Schumann se rendit à la réunion des nobles sudoviens, comme d'habitude, et emmena amicalement Louis, bien qu'il fût prisonnier. Pendant qu'il buvait, une querelle éclata lorsqu'un noble sudovien irrita Louis par ses paroles insultantes et menaçantes. Alors Louis dit à Schumann « M'as-tu amené ici dans l'intention de le laisser utiliser de telles paroles mauvaises pour qu'il puisse m'insulter et me menacer ?» Et Schumann répondit « Tu verras que je regrette qu'il t'importune, et si tu as le courage de venger ton tort, je te soutiendrai quoi qu'il arrive. » Et lorsqu'il entendit cela, Louis tira son épée avec colère et abattit ce sudovien devant eux tous, si bien qu'il mourut. Plus tard, Louis fut libéré de ses liens par un jeune homme qui faisait partie de la suite de Schumann et conduit auprès des frères. En 1282, l'ordre teutonique reçoit le soutien des Polonais, lorsque le prince Lézec le Noir mène une grande armée en Sudovie et Lituanie. En quelques semaines, il vainc 2 armées païennes au combat. En 1283, lors de l'invasion de la Sudovie par les chevaliers teutoniques, la résistance est faible. Louis von Liebenzell organise la reddition pacifique d'environ 1600 Sudoviens devenus ses amis. Ces personnes sont réinstallées à l'ouest et reçoivent de nouvelles terres dans l'État teutonique. Même Schumann, maintenant vétéran vieillissant et fatigué, se rend. L'ordre pardonne à Skumond ses rébellions passées et lui accorde des terres près de Balga, où il meurt paisiblement quelques années plus tard. Bien qu'ennemi, Skumond est admiré par les chevaliers teutoniques comme un adversaire digne. Les chroniqueurs teutoniques relatent des récits très positifs sur sa vie et ses actions. Avançant lentement en serpentant,